Culture Soccer. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% sur le foot canadien, le soccer canadien. Aujourd'hui, on est à notre saison 3 comme d'habitude, l'épisode 7, et on a décidé aujourd'hui de faire un podcast 100% foot féminin sur l'équipe nationale féminine, vu qu'il y a des échéances très vite, dans 2 jours même, les premières échéances. En premier, je suis rejoint comme d'habitude par mes collègues de CS à l'érable. En premier, mon ami Alex Rupert. Ça va bien, Alex? Oui, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Comment ça se passe la semaine? Ben, ça va bien. Écoute, on fait du mieux qu'on peut. Entre 2 biberons, on essaie de travailler sur du foot, puis après on revient, puis voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'on fait, des biberons et du foot. C'est tout ce que je fais. Et de l'autre côté, on a aussi Daniel Cameron. Daniel, est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Ouais, je pète le feu. Je suis content de vous revoir, les boys. Ouais, super content de vous voir tous les deux. Et aujourd'hui, on s'est dit, on a besoin, on s'y connaît très bien en foot canadien et en foot féminin, bien évidemment, mais on a besoin de ces petites voix expertes qui soient là ici pour nous accompagner. Et qui d'autre que le grand Georges Sanchez. Georges, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Toujours content d'accepter votre invitation quand ça arrive. Bah, nous, on adore t'inviter, on adore avoir des discussions avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que on est capable d'avoir des discussions, même quand on n'est pas d'accord sur certains sujets, on a des discussions constructives et c'est ça qu'il faut sur CS à l'érable, être le plus constructif possible. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler un peu de foot féminin et bien évidemment de l'équipe nationale féminine qui a cette fameuse échéance. On le sait que ça fait plus d'1 an que l'équipe nationale féminine n'a pas joué de match officiels ou de matchs amicaux à cause de toute la pandémie mondiale. Et c'est à ce moment-là que l'équipe nationale canadienne, sous l'égide de sa nouvelle coach, donc Beth Priestman, va entamer son premier tournoi sous l'ère Priestman, qui sera à la She Believes Cup. La She Believes Cup, c'est un tournoi d'habitude annuel qui se dispute aux États-Unis et qui sert de préparation aux équipes nationales féminines qui y participent. Les gagnants du tournoi, c'est toujours des tournois de 4 équipes. Les États-Unis, sur les 5 éditions déjà jouées, ont gagné 3 fois le tournoi. La France a gagné 1 fois le tournoi en 2017 et l'Angleterre 1 fois en 2019. Le tournoi consiste à juste 3 matchs. Et c'est un peu un tournoi en ligue, c'est un peu comme un championnat. Donc 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, puis 0 point pour les défaites. En premier, pour parler de ce tournoi-là, Georges, j'aimerais avoir tes souvenirs venir gruger dans ta mémoire. Pour toi, quel souvenir tu as des 5 premières éditions du tournoi de She Believes Cup? Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui ressort? Pas vraiment. C'est quand même déjà, quand les Américaines sont dans un tournoi, ça commence déjà avec une qualité supérieure. Pour moi, c'est un tournoi comme la Coupe Algarve ou d'autres, des petits regroupements de 3-4 équipes qui jouent un tournoi à la ronde. C'est des matchs amicaux sur un site central où les équipes peuvent jouer quand même des bons matchs. C'est mieux que jouer contre des petits pays comme le Canada souvent fait. J'ai vu quelques matchs à la télévision quand j'ai pu, mais en vérité, c'est pas un tournoi que je suis de près beaucoup, spécialement comme le Canada. Si ma mémoire est bonne, c'est la première fois que le Canada y participe. Effectivement, tu as complètement raison. C'est la première fois que le Canada y participe. C'est la même chose pour moi aussi. J'ai très peu de souvenirs de ce tournoi-là dans le passé. Il faut dire qu'à un moment donné, j'avais bien aimé le match entre la France et les États-Unis où la France avait réussi à emporter ce match-là face aux États-Unis en 2017, où on a vu 2 buts rapides de la part de Abili et de Le Sommet. Et puis finalement, Abili a marqué un autre but. Je pense que le résultat final était 3-1. Je me rappelle un peu, puis j'étais un peu choqué parce que dans ce temps-là, oui, la France a toujours été une équipe intéressante, sauf que ça a toujours été les États-Unis ont toujours été super grandes favorites, puis ça a été comme un peu une bouffée d'air frais de voir quelqu'un d'autre que l'équipe nationale américaine remporter ce tournoi pour la première fois. Daniel Cameron, est-ce que tu as quelques souvenirs de ce tournoi dans les 5 premières éditions? Non, par contre, comme l'équipe canadienne n'avait pas participé, j'avais pas suivi, pour être honnête.
Par contre, par rapport à ce que disait Georges sur comme la Coupe Algarve ou l'année passée le tournoi de France, j'ai constaté que dans le soccer féminin, ça semble être comme quand même fréquent ce genre de tournoi avec quelques invitations et tout, comme si ça permet de rassembler quelques bonnes équipes. Puis comme il n'y a pas beaucoup, on se voit que c'est pas tous les pays qui ont une équipe dans le soccer féminin, donc pour l'instant, c'est une manière de rassembler quelques équipes nationales dans le même lieu. Ça évite, c'est plus facile, beaucoup plus facile que d'organiser des matchs amicaux et tout. Donc, je trouve ça intéressant que ce genre d'initiative soit là, mais éventuellement, est-ce que vous pensez que ça va peut-être céder sa place aux matchs amicaux traditionnels comme on voit ça se passe déjà dans le soccer féminin, puis comme on voit plus dans le soccer masculin? Ben, justement, la CONCACAF qui a annoncé qu'ils allaient aller de l'avant vers 2023-2024 avec la première édition de la Women's Nation League, donc la Ligue des Nations, mais pour les femmes. Je pense qu'il y a eu une réalisation qu'il fallait quand même donner des matchs qui ont une importance avec une coupe. Puis, comme tu disais, mais oui, il y avait souvent des tournois avec invitation, mais au moins là, on peut créer dans notre confédération une vraie coupe, un vrai tournoi avec des matchs qui comptent, avec un trophée qui est au bout du tunnel, puis ça va jouer sur les classements. Puis ça fait en sorte que c'est une bien meilleure préparation pour toutes les équipes nationales dans la région. Puis ça va aussi forcer les autres nations à augmenter leur niveau. Donc, pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi She Believes Cup, mais c'est sûr que au-delà du tournoi olympique puis de la Coupe du Monde, la Nations League, ça va être un tournoi qui va être à surveiller de très près. Ouais, effectivement, ça va être extrêmement intéressant de voir cette compétition une fois qu'elle est mise en place. C'est pas encore mise en place, mais une belle information d'Alex Rupert par rapport à ça. On attend de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Mais parlons un peu de ce tournoi-là qui commence, comme je l'ai dit, le 18 février. On est aujourd'hui le 16 février. C'est la 6e édition du tournoi. Première participation canadienne, comme nous l'a mentionné Georges un peu plus tôt, Georges Sanchez. Donc, l'équipe nationale canadienne va disputer, comme toutes les autres équipes, 3 matchs. Donc, il y a 3 adversaires potentiels. Donc, on a pas potentiels, mais 3 adversaires contre qui l'équipe nationale va jouer. En premier, pour le premier match, ce sera les États-Unis le 18 février. Donc, premier match quand même très important, plus pour le moral qu'autre chose. Juste après, le 21 février, on joue face à l'Argentine, 31e mondial, qui a remplacé le Japon, qui était en premier invité, mais sauf que l'équipe nationale japonaise a dû se désister à cause de plusieurs cas de la COVID. Et enfin, le 24 février, on rencontre le Brésil, 8e équipe mondiale, sachant que le Canada est 9e mondial. C'est quand même des équipes, donc entre les États-Unis, première mondiale, le Brésil, 8e mondial, et l'Argentine, 31e mondial. On n'est pas en train de jouer de petites équipes. Par contre, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. On va commencer en premier par Alex Rupert. Est-ce que tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient de jouer face aux États-Unis en premier? Est-ce que tu trouves que tu aurais aimé voir, par exemple, les États-Unis au milieu ou à la fin? Ou est-ce que tu penses que ça vaut la peine de commencer? On va direct le plus fort possible et on joue contre la meilleure équipe au monde. Directement en affrontant les meilleurs au monde, parce qu'on l'a vu pendant la dernière Coupe du Monde. Ce qui arrivait quand le Canada jouait contre des équipes moins fortes et progressivement commençait à jouer contre des équipes plus fortes, tu avais trop l'impression que le Canada jouait au niveau de ses adversaires. Fait que je ne sais pas si c'est cette impression que nous, on est le Canada. Oui, on n'est pas les États-Unis, mais on est parmi les meilleurs au monde. Alors, on fait juste le nécessaire pour passer à travers le Cameroun, on fait juste le nécessaire pour passer à travers la Nouvelle-Zélande. On trébuche face aux Pays-Bas, puis on n'est pas capable de résoudre la Suède. Au moins, je pense que dans ce tournoi-là, en commençant avec les États-Unis, tout le monde doit réaliser que, OK, this is serious, c'est vraiment sérieux, il faut que je me donne à 150%, sinon les Américaines vont nous passer dessus. Puis au moins, ça dicte le ton pour le reste du tournoi, parce qu'au moins, elles vont être plus aguerries quand elles vont affronter le Brésil, qui va être un excellent test, puis l'Argentine, une équipe qu'on est supposé battre. Je suis d'accord. Dans le fond, on appelle un tournoi, mais pour moi, c'est des matchs préparatoires.
Donc, si le but, c'est de gagner le She Believes Cup, je pense que les priorités sont à la mauvaise place. C'est des matchs préparatoires. Pour gagner une Coupe du Monde ou pour gagner les Olympiques, il faut que tu battes les meilleurs. Donc, pourquoi pas commencer avec les meilleurs en partant? Ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas joué un match. Alors, honnêtement, l'ordre des matchs importe peu. L'idée, c'est de ne pas finir l'équipe en vue des Olympiques cet été. Ouais. Ben, c'est logique ce que tu dis ici, Georges. J'aime bien. C'est vrai que à la fin, effectivement, le but, c'est de préparer l'équipe pour les Jeux Olympiques si jamais ils se déroulent. Par contre, je trouve quand même, tu sais, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de compétition. Commencer face à la première équipe mondiale, sachant que le Canada et tous les problèmes du Canada lors de la Coupe du Monde 2019, je trouve que c'est quand même un peu rough de commencer avec une équipe qui... on va en parler un peu plus tard, qui est un peu affaibli aussi. On va parler un peu plus tard de ça, mais je trouve que c'est quand même difficile de faire ça. Daniel Cameron, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ben, comme a dit George Lord, pour moi, ça importe peu. Je veux dire, oui, tu sais, il y a comme une rivalité, surtout dans le soccer féminin, entre le Canada et les États-Unis. Fait que, mais au final, peu importe l'issue du match, ça reste pour moi un tournoi amical c'est surtout pour tester des nouvelles joueuses, puis à ce moment-là, affronter des équipes. C'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir le Japon et d'avoir une équipe asiatique, mais bon, si le Japon n'est pas là, ben, ce sera l'Argentine, puis c'est tout, là. Je veux dire, faut le voir d'un point de vue utile et non d'un point de vue prestige, quant à moi, là. Ouais. Ben, je vais continuer avec toi, Daniel. J'aimerais que tu nous parles un peu de ces 3 adversaires qui sont présents à ce tournoi. T'as pensé et t'as dit que comme quoi tu aurais bien aimé avoir le Japon ici comme une équipe asiatique. Par contre, on est en train de jouer contre les premières mondiales, contre les 8e mondiaux avec le Brésil et enfin contre l'Argentine, 31e mondiale. Il faut dire que l'Argentine a quand même fait un bond extraordinaire en Coupe du Monde 2019 où elles ont vraiment été très loin d'être ridicules dans ce tournoi-là. On voit une grosse amélioration de l'équipe nationale et du programme national. Bon, on n'est pas encore au niveau des meilleures équipes, mais sauf que ça s'améliore. T'as pensé quoi de ces 3 adversaires? Est-ce que pour toi, ces 3 adversaires-là, quel genre de danger ils posent à l'équipe nationale canadienne? Ben, danger, je veux dire, les États-Unis, comme je l'ai mentionné, ça reste toujours une équipe dure à battre, match amical ou tournoi amical ou peu importe comment on voulait appeler ça. C'est toujours bon de jouer contre une des meilleures équipes au monde et la meilleure équipe au monde en ce moment. Le Brésil, ben, c'est une équipe, en ce moment, le dernier classement FIFA en décembre, le Canada était à égalité avec le Brésil. Fait que je pense que c'est bien d'affronter une équipe qui est supposée être à un niveau similaire. Puis l'Argentine, ben, je veux dire, c'est une équipe qui est en train de s'améliorer, comme beaucoup d'équipes dans le monde en ce moment, pendant que d'autres font du surplace. Donc, c'est bon de voir un peu ils sont rendus où dans leur progression. Si ça permet aux attaquantes canadiennes de s'amuser, ben, tant mieux. Si ça permet de constater à quel point l'Argentine n'est pas à prendre à la légère, ben, tant mieux aussi, parce qu'il vaut mieux faire l'erreur dans un tournoi comme ça qu'aux Jeux olympiques. Je suis d'accord. Je pense que si on le voit comme un tournoi de préparation, je pense le choix des équipes, c'est pas leur choix, mais la variété des équipes, c'est bon. C'est sûr que le Brésil et l'Argentine peuvent jouer un style qui est similaire, mais tu as une équipe beaucoup plus forte, une équipe sur papier plus faible, puis une équipe à peu près pareille. Donc, ça va vraiment permettre à l'entraîneur de rouler l'équipe, rouler les joueuses, puis voir comment ils peuvent se défendre, comment ils peuvent compétitionner contre différents styles de jeu, différentes qualités d'équipe. Alors, peu importe s'il aurait joué contre le Mexique, la Costa Rica, puis qui sait d'autres, il y a des gens qui auraient dit oui, mais ils ne jouent pas contre des équipes fortes. Je pense s'ils vont bien, ils vont dire qu'ils ont bien choisi leurs adversaires. Si ça va mal, ils vont dire on devrait changer le coach encore. Ouais, puis aussi, ça donne aussi un aperçu sur la profondeur d'équipes comme les États-Unis. On sait que c'est une équipe qui est très profonde, qui est basée, qui a une ligue professionnelle avec des bases solides dans le domaine du foot universitaire et collégial. Mais fait intéressant, c'est si je regardais l'alignement pour le Brésil et l'Argentine, il y a quand même beaucoup de joueurs de leur ligue
respectives, domestiques. Donc, ça va être intéressant de voir à quoi ressemble la profondeur et le style de jeu. Et ça va nous permettre, comme nous, on a beaucoup parmi nos vedettes qui sont pas présentes qui seront pas là pendant ce tournoi-là, mais ça nous donne la chance de tester notre profondeur contre celle des autres. Parce que surtout dans des tournois majeurs comme Olympique et Coupe du Monde, la profondeur, ça joue pour beaucoup. Fait qu'au moins, ça va nous donner la chance de voir de quoi qu'on est fait comparé aux autres nations. Ouais, effectivement, ça va être, on va pouvoir voir un peu le niveau de l'équipe nationale, même si, comme on l'a dit, faut comprendre, c'est un tournoi de préparation. On a parlé un peu du fait que ça fait 1 an qu'on n'a pas joué, mais en plus, on a des absents de marque lors de cette compétition-là. On va vous nommer en premier l'effectif qui sera disponible pour Beth Priestman dans pour ce tournoi-là. Beaucoup de nouvelles faces, beaucoup de nouvelles joueuses dont on ne connaît pas grand-chose, et c'est là où je vais demander l'avis et un peu plus l'œil d'expert de Georges Sanchez. Donc, on va commencer en premier par les gardiennes, donc les habituelles Stéphanie Labbé, Kaylin Sheridan, et en fait la nouvelle gardienne qui est appelée la gardienne qui joue en Angleterre, Riley Foster. Du côté des défenseurs, on a Alicia Chapman qui est encore là, Shelina Zadorsky qui est encore là, Rebecca Quinn qui est là, Gabrielle Kerl, Jade Rivière et Vanessa Gilles qu'on a déjà vu jouer. 2 petites nouvelles, enfin pas vraiment nouvelles pour Lindsay Agnew qui a déjà été appelée quelques fois, mais Jade Rose qui est une nouvelle, quelqu'un qui est une joueuse qui a été très bonne avec les équipes de jeunes nationales jeunes, mais qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vu sous l'équipe senior, qui sera à sa première sélection. Du côté des milieux de terrain, on a Julia Grosso, Desiree Scott toujours là, Sophie Schmidt, Jessie Fleming et Jordan Listro qui est aussi qu'on connaît pas trop, qui joue à NWSL, Samantha Chang qui joue encore au côté universitaire aux États-Unis, Sarah Stratigakis qu'on connaît pas non plus, qui sera là aussi, et en attaque Diane Rose, Nichelle Prince, Janine Becky, Adrienne Leon qu'on connaît très bien, et enfin la québécoise, celle qu'on attend depuis très longtemps ici à CS à l'érable, Evelyne Vian qu'on a reçue ici déjà, vraiment qui est en train d'enchaîner les buts et de collectionner les buts du côté de Paris AC. Elle est en première division française, donc ça va très bien pour elle. Georges Sanchez, j'aimerais que tu nous parles un peu de ces nouvelles joueuses donc qui sont là pour la première fois. Donc je nomme en premier Samantha Chang, Jordan Lestro, Sarah Stratigakis, Jade Rose ou bien même Riley Foster. Si tu peux nous parler un peu de ces joueuses-là. Mais je pense, à part la sélection finale pour le tournoi, la semaine passée, quand ils ont préparé le cap, ils ont fait rajouter 7 ou 8 nouvelles noms que personne connaissait pas trop, puis on parlait de la relève. Pour moi, c'est pas un groupe de relève. Pour moi, c'est un groupe de deuxième ou de dernière chance, honnêtement. Pour moi, à part Jade Rose puis Olivia Smith, puis Olivia Smith n'a pas été retenue dans le groupe final. Les autres joueuses sont un peu le même profil que Evelyne Vian. C'est des joueuses qui ont roulé leur boss à l'université américaine, qui ont joué, que ce soit NWSL ou en Europe, etc. Mais c'est pas des joueuses qui ont un gros impact sur les équipes canadiennes, que ce soit U15, U17, U20 ou senior. Alors, ça va être intéressant. Pour moi, je pense que Riley Foster, c'est un choix intéressant. Elle a juste 22 ans, donc c'est quand même quelqu'un qui joue à Liverpool, qui joue en Ligue anglaise, qui peut-être peut bâtir un peu d'expérience. Puis, soyons francs, déjà, on parlait que Stéphanie Labbé arrivait à la fin de sa carrière. Donc, il faut trouver une autre gardienne de relève. Le Canada a toujours roulé avec 3 gardiennes, puis peut-être elle va devenir la 3e, éventuellement la 2e. Donc, ça, c'est un choix intéressant. À part, oui, je pense que Jade Rose a du potentiel pour remplacer éventuellement Alicia Chapman, un peu comme Jade Rivière l'a fait à la dernière Coupe du Monde. Les autres, je serais bien surpris, puis j'écarte Evelyne Vian parce que je pense que c'est une joueuse qui mérite sa chance, mais toutes les autres joueuses, pour moi, c'est des joueuses qui feront jamais rien avec l'équipe canadienne. Honnêtement, des joueuses d'impact,
Oublie pas qu'après ces Olympiques-là, on parle de 3 ans avant la prochaine Coupe du Monde. Donc, c'est pas ces joueuses à 23, 24, 25 ans qui vont être le noyau de l'équipe dans 3-4 ans, selon moi. Pourtant, tu as quand même Samantha Chang qui a juste 20 ans et on a aussi, on a parlé un peu de Jade Rose. T'as dit que Jade Rose, est-ce que tu la vois plutôt sur le côté latéral en équipe senior parce que jouer quand même en défense centrale chez les équipes des jeunes, est-ce que tu la vois plus jouer, prendre un rôle en tant que latéral droite ou gauche? Tout dépend de ce qu'ils vont faire avec Jade Rivière, puis bien sûr avec, puis les noms m'échappent, je ne me rappelle plus, celle qui joue en France en ce moment. Là, Vanessa Gilles. Non, pas Vanessa Gilles. La grande amie de Kedisha Buchanan. Ashley Lawrence. Ashley Lawrence, qui était une attaquante, qui était milieu de terrain, puis était convertie en latéral. Je n'écarte pas nécessairement Olivia Smith, mais elle n'a pas été retenue dans le groupe final. Mais si je regarde les autres, comme Jordan Listro, elle a joué avec Evelyne Viens à l'université, mais elle avait quitté le soccer. Elle avait joué en Europe un peu, elle avait lâché le soccer professionnel, mais à cause des problèmes qu'Orlando a connus avant la compétition automnale l'année passée, elle a été signée pour 7 matchs. Puis là, elle a été retenue cette année, mais ce n'est pas une joueuse qui a beaucoup joué du soccer dans les dernières 2 ans. Puis les autres, il y a une variété. Il y a Victoria Pickett, 24 ans, qui joue à Kansas City. Il y a Sarah Stragikitis, qui a 21 ans, qui joue à l'Université de Michigan. Mais je ne pense pas que c'est des joueuses. S'ils n'ont pas dominé avec l'équipe U15, U17, U20, je ne sais pas s'ils vont être capables de dominer avec l'équipe senior. C'est pas Jade Rivière, on la voyait venir. Alyssa Chapman, Kedisha Buchanan, on les voyait venir avec l'équipe des jeunes. Il n'y a aucune de ces joueuses, à part pour moi Jade Rose, qui a fait de quoi intéressant avec l'équipe, les équipes des jeunes dans leur passé. D'accord, je comprends, mais après, bon, on a vu plusieurs joueuses qui sont passées entre les cracks par rapport aux équipes nationales. On a parlé d'Evelyne Viens. Est-ce que pour toi, par exemple, Danielle Cameron, est-ce que c'est possible que parmi ces joueuses-là, on ait des équipes qui ont un peu manqué le bateau de l'équipe nationale et qui peuvent peut-être s'illustrer au sein de l'équipe senior et un peu nous impressionner, ou tu penses que c'est pas possible, Danielle? Je pense que, je veux dire, c'est le moment de prouver qu'elles ont le niveau. Là. Je veux dire, c'est des défis qui ont joué universitaire la plupart. Je pense qu'on n'est pas encore au point où on a une capacité de repérer toutes les joueuses. Là. Je veux dire, déjà, on s'entend qu'actuellement, au niveau féminin, il n'y a pas beaucoup de ligues semi-professionnelles au Canada. Donc, ça se peut que tu passes entre les cracks assez facilement. Et même quand tu fais des bonnes prestations comme Evelyne Viens, autant au niveau universitaire qu'en PLSQ, des fois, tu passes quand même tu passes entre les cracks. Donc, je pense que si Evelyne Viens est passée entre les cracks, je suis pas surpris que les autres ont pu vivre la même situation, là. Je pense qu'on va pouvoir juger de leur performance pendant le tournoi. Puis ils ont eu un camp avant et tout pour voir. C'est sûr qu'il y a des joueuses qui manquent, mais je pense que c'est le moment des fois de passer le flambeau, de voir des nouvelles joueuses. Puis s'il y en a là-dedans qui font pas la job, il y aura une génération après qui prendra le flambeau plus rapidement. Georges, tu voulais ajouter quelque chose? Mais je voulais juste dire, c'est un grand problème que le Canada a connu, c'est que tu avais un noyau de joueuses qui ont resté avec l'équipe peut-être un peu trop longtemps. Donc, ils ont bloqué certaines joueuses qui auraient 23, 24 ans maintenant, qui auraient eu des matchs. Si on regarde Grasso, si on regarde Aitema, c'est des joueuses qui, à partir de 17 ans, ils ont eu des matchs avec l'équipe senior. Ils ne sont pas arrivés à leur premier match avec la grande équipe à 23, 24 ans. Puis c'est un peu le problème au Canada. C'est que la relève a été retardée à cause des filles comme Alyssa Chapman, Des Scott, des filles qui ont resté dans le noyau, qui ont pris de temps de jeu. Puis les autres ont trouvé, tu ne peux pas arriver à l'équipe nationale à 24 ans sans jamais avoir connu du succès. Evelyne Viens a détruit le NCAA. On ne peut pas dire qu'elle a tombé entre les cracks. Elle a été dominante. Il n'y a aucune autre de ces joueuses-là qu'on peut dire a été dominante, que ce soit en club, en club pro ou en université, à part Evelyne, il n'y a aucune joueuse qui était vraiment un stand-out, selon moi.
Ben, pour l'histoire de la génération, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on en a parlé plusieurs fois. Puis même quand Beth Priestman est arrivée, il y a des gens que je nommerai pas qui faisaient du lobbying pour que on continue dans la même lignée là. Donc il y a, je veux dire, tu sais, des fois c'est un peu le problème de la génération dorée, c'est qu'on sait pas quand il faut passer le flambeau dans une génération dorée. Puis des fois, ça prend des circonstances exceptionnelles comme celle-ci. C'est-à-dire avoir beaucoup de joueuses absentes et COVID, et là, une pandémie mondiale et tout, pour qu'on soit obligé de laisser la chance à des joueuses plus jeunes. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des problèmes, puis peut-être justement dans les systèmes de détection au niveau des équipes nationales de jeunes, c'est peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là, peut-être avoir plus de variété à travers le Canada. Ça permettrait de faire en sorte que des filles, on n'entend pas parler d'elles seulement à 23 ans aussi, là. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, bon, je veux vous poser un peu une question parce qu'on a souvent parlé de donner une nouvelle chance à la nouvelle génération. Georges a déjà répondu un peu à la question en disant que pour lui, ce n'est pas la nouvelle génération. Pour lui, c'est les joueuses qui n'ont pas passé un cap et qui maintenant à qui on donne une dernière chance. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. En premier, je commence par Alex Rupert. Est-ce que tu penses que effectivement ces joueuses-là qui en sont à la première expérience peuvent quand même percer l'effectif et devenir des régulières au sein de cet effectif-là? Ou est-ce que tu penses aussi, comme Georges, que c'est vraiment des joueuses qui vont vraiment pas avoir d'impact, qui vont juste être là et ils vont passer, puis là, on va passer à autre chose directement après, une fois que les autres vont un peu vieillir? J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Alex. Ben, on peut jamais dire que c'est impossible. On sait jamais. Il y a des joueuses qui peuvent nous surprendre. Il y a des joueuses qui peuvent se développer un peu plus tard. Mais comme Georges il disait, de la façon qu'on a opéré pendant toutes ces années-là, on s'est vraiment rendu la vie plus difficile. On a comme raté notre virage jeunesse, puis on le voit que dans d'autres équipes ou même du côté masculin, si tu prends le virage jeunesse et tu grandis avec, ça peut avoir un impact, pendant qu'ici, ben, c'est un peu tard, puis on va intégrer du monde qu'on aurait dû intégrer il y a quelques années, puis il va falloir vivre avec ce que ça va rapporter. Puis en plus, à cause qu'on les a pas, c'est des joueuses qu'on aurait dû appeler plus jeunes, mais à cause de ça, ben, il y en a beaucoup qui ont une bonne base universitaire aux États-Unis, mais dans un réseau aussi vaste qu'aux États-Unis, c'est un peu facile de se perdre. Fait que tu passes un peu plus inaperçu ou puis tu t'as jamais ta place parce que l'équipe canadienne, on reste avec le même noyau, puis on essaie de tirer le maximum sans faire trop de changements. Un autre point aussi, c'est que comme on n'a pas de ligue, ça rend le dépistage plus difficile. C'est sûr qu'on a essayé de mettre sur pied un genre de système où est-ce qu'on pouvait détecter les bonnes joueuses rapidement, mais un autre problème à ça, c'est que quand tu n'as pas de vraie ligue, ben, tu n'as pas de plateforme où les montrer. Fait que tu n'as pas une plateforme où est-ce que tu pourrais avoir une jeune joueuse de 16, 17, 18 ans, puis où est-ce que ce serait facile pour des ligues américaines ou européennes de pouvoir les regarder, puis de pouvoir les évaluer, puis pouvoir les prendre et les amener en Europe et les développer. Ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. Puis c'est plate, mais je pense que le virage jeunesse qu'on a manqué, ça va nous faire mal pendant un bout de temps. J'espère vraiment qu'on va avoir quelques surprises, mais T'es pas confiant. Ouais. T'es pas confiant. Je suis un peu pessimiste. Ouais, je comprends. J'avoue que sur papier, on voit pas, c'est pas très encourageant ce qui est en train de se passer. Après, bon, il y a quand même de très jeunes joueuses qui ont été appelées, hein. On parle de Riley Foster, tu l'as mentionné un peu plus tôt, Georges qui a 22 ans seulement, Samantha Chang a 20 ans, qui joue dans le système universitaire, Stratigakis a juste 21 ans, Jade Rose a juste 18 ans. Olivia Smith, même si elle a été coupée, elle a 16 ans. On sait que beaucoup disent que ça va être la prochaine grande joueuse de cette équipe nationale. Donc, tu sais, je pense que on peut être surpris, mais ça a l'air que ça va être très difficile de nous surprendre de ce point de vue-là. Maintenant, passons à quelque chose quand même d'assez intéressant.
On a vu, par exemple, on a beaucoup d'absences au sein de cet effectif. Erin McLeod, qui a quand même encore une fois fait la présélection de cette équipe nationale. On a dit qu'on voulait changer de garde et passer à quelque chose d'autre. Erin McLeod est quand même passé entre les cracks pour encore faire partie de l'équipe nationale. Je pense qu'elle a maintenant 35 ans, Erin McLeod, et je pense que c'est le moment de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Diana Matheson, même chose. Christine Sinclair, même chose. Ces 3 joueuses-là sont blessées et n'ont pas été sélectionnées, pas parce qu'elles sont vieilles, mais parce qu'elles sont blessées. On aurait pu les revoir de nouveau avec cette équipe, alors que nous, on demande depuis très longtemps de passer à autre chose. Après, il y a une grosse déception et j'aimerais vous entendre rebondir là-dessus. Bianca Saint-Georges, qui a été excellente lors des tournois de NWSL en 2020, qui est latérale, qui joue aussi au poste de latéral, malheureusement, elle est blessée aussi, elle va manquer ça. Est-ce que pour toi, Georges, est-ce que c'est une grosse chance ratée pour Bianca Saint-Georges de faire ses débuts? Est-ce que tu penses que ça va être dommageable pour le reste de sa carrière avec l'équipe nationale, ou tu penses que c'est juste une question de temps, elle va être rappelée plus tard? Mais comme on a souvent discuté dans le passé, il faut regarder, est-ce que ces Olympiques ici, puis encore plus avec le délai qui vient avec la COVID, est-ce que c'est les débuts d'un cycle ou la fin d'un cycle? Si c'est le début d'un cycle, ça veut dire qu'on commence la préparation pour la Coupe du Monde 2023, puis pour les Olympiques 2024. Donc, il y a beaucoup de temps pour roder une équipe. Ma crainte, si on parlait de ces jeunes qui intègrent le groupe, etc., il peut y en avoir une qui sort. Des Scott est sortie un peu de nulle part. C'est une joueuse qui a joué à Manitoba pour l'université, qui a intégré l'équipe nationale juste avant les Olympiques en 2012. Mais c'est un exemple. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Donc, si on parle de 7 jeunes joueuses qu'on appelle la relève ou l'équipe du deuxième chance, peu importe, il y en a beaucoup de joueuses qu'on doit remplacer. Et Christine Sinclair joue peut-être ses derniers matchs. Pour moi, Diana Matheson, elle devrait accrocher ses crampons. Chapman, Schmidt, Scott, c'est des joueuses qui sont sur le départ. Donc, il faut trouver 5 joueuses dans un noyau qui peuvent être sur l'équipe pendant les 3-4 prochaines années. Puis pour trouver 5, il faut en avoir 15 qui se compétitionnent pour ces 5 postes. Puis c'est un peu ça ma crainte. Donc, un coach qui arrive comme Beth Priestman, qui sait à ses débuts, moi, je pense qu'elle devrait tourner toutes les feuilles partout, puis chercher en dessous de tout arbre, toute racine partout. Les gars, les équipes masculines le font partout. Ils vont chercher des joueuses qui jouent ailleurs, mais qui ont un grand-parent canadien pour l'intégrer. Il faut tout essayer. D'ici 2023, il faut tout essayer. Donc, c'est pas parce que tu es blessé aujourd'hui, puis tu rates la Coupe du Monde ou le She Believes Cup ou les Olympiques en 2021 que tu devrais être écarté. On n'est pas assez profond en ce moment pour se passer d'une joueuse qui a prouvé qu'elle est capable de jouer au haut niveau. C'est vrai, tu as complètement raison. Bianca Saint-Georges a vraiment prouvé qu'elle était prête à jouer à ce niveau-là. En tout cas, on a hâte de la voir sous les couleurs de l'équipe nationale canadienne. Une dernière question, enfin une autre question par rapport à ça. Je vais laisser en premier Daniel Cameron rebondir là-dessus. On a parlé des absentes sur blessure. On a 3 autres joueuses qui n'ont pas été relâchées par le club. Kadisha Buchanan, Ashley Lawrence du côté et Jordan Huitima du côté de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain n'ont pas été relâchés par leur équipe. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ou une mauvaise de voir ces grandes joueuses-là manquer ce tournoi-là? Est-ce que tu penses que ça va être grave ça va être grave pour la cohésion au sein de l'équipe nationale présentement avant le début du tournoi olympique? J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Daniel. Surtout que c'est pas des trentenaires qui étaient sur leur départ, fait que c'est un peu dommage. Mais en même temps, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le fait qu'elles soient pas là, ça va laisser la chance à d'autres joueuses de montrer si elles sont prêtes ou pas. Si elles sont pas prêtes, ça va être flagrant, puis on les rappellera peut-être le jour où elles seront prêtes. Si les nouvelles joueuses sont prêtes, ça va mettre plus de profondeur. Comme a dit Georges, pour chaque poste, il faut que tu aies trois prétendantes. Donc, si Buchanan, Lawrence et Huitema sont pas là,
ben, il y aura peut-être 3 autres joueuses qui vont montrer si, oui ou non, elles sont capables de prétendre. Après, oui, c'est sûr que c'est des joueuses qui représentent un peu l'avenir et le présent de l'équipe nationale. Donc, je veux dire, c'est plus dommage que celles qui sont plus âgées, qui étaient blessées. Mais n'empêche que c'est bien pour les joueuses qui vont pouvoir prendre leur place. Ouais, non, c'est sûr. Alex Rupert, est-ce que tu as un petit mot là-dessus? Ces 3 joueuses-là qui seront pas là, est-ce positif parce qu'on va pouvoir voir des gens se développer, d'autres joueuses se développer, ou est-ce que c'est une mauvaise chose parce que c'est quand même 3 joueuses avec un énorme poids qui seront pas là? Mais Ben, c'est pas une mauvaise chose parce que tu sais, c'est pas une mauvaise chose parce que tu sais, je me dis que on sait, tu sais, en Kedisha Buchanan, Ashley Lawrence et Jordan Widema, on sait ce qu'on a. Tu sais, on sait ce qu'elles valent. Puis tu sais, on n'est pas sûr. Tu sais, je veux dire, tu sais, on sait ce qu'on a, mais pendant que notre relève ou notre profondeur, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'est-ce qu'on a. Puis, comme je disais avant, le manque d'expérience, ça a comme pas vraiment, ça a comme pas vraiment aidé. Mais c'est une excellente opportunité pour elle pour se tester elle-même. Puis, c'est bon pour nous parce qu'on va pouvoir tester ces joueuses-là. Puis, on va espérer que ça va être une source de motivation pour qu'elles se dépassent, pour qu'elles travaillent plus fort, pour qu'elles voient que, espérons que on est vraiment en fin de cycle pour qu'elles puissent saisir leur chance pour faire partie du prochain cycle. Puis aussi pour la coach, pour Bev Priestman, ben, c'est peut-être sa chance de mettre son sceau sur l'équipe et de tout recommencer à zéro parce elle arrive. Puis si on a des mauvais résultats, ben, c'est pas comme si on allait changer d'entraîneuse après le tournoi. Fait que c'est peut-être la chance idéale pour dire, OK, ben, moi, je passe à autre chose. Puis oui, ça va faire mal pendant un cycle ou peut-être 2, mais c'est nécessaire. Puis il faut arrêter de remettre ça à demain. Ouais, je suis d'accord. Georges, ton mot là-dessus? Mais pour moi, cette réalité démontre un peu je ne veux pas dire le manque de sérieux, mais un problème dans la soccer féminine, c'est que ça reste un dilemme entre le système américain versus le système européen des clubs. Le She Believes Cup, c'est un tournoi organisé par les Américaines qui est fait en fonction de la saison NWSL, qui était correct dans les premières éditions quand la NWSL était la meilleure ligue au monde. Je pense qu'il faut éventuellement que le soccer féminin devienne comme les gars, puis il y a une cédule internationale bien établie d'avance où les joueurs sont relâchés par leur club pour toute compétition, que ce soit des matchs amicaux ou des mini-tournois, peu importe. J'aimerais juste préciser, Georges, excuse-moi de t'interrompre, c'est effectivement des dates FIFA, mais à cause du fait qu'on est en pleine pandémie, le problème c'est que l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain n'ont pas voulu relâcher les joueuses parce qu'au retour, elles auraient dû faire une quarantaine, puis ils voulaient pas les perdre pour les matchs de retour qui auraient été trop gros. Donc en fait, c'est vraiment des dates FIFA, donc c'est pas une question de calendrier, c'est plus à cause de la pandémie. Je voulais juste préciser ça. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que les Américaines jouent leur tournoi maintenant quand c'est les saisons en Europe. Même s'il n'y avait pas de COVID, ça pourrait avoir tombé. Ça peut tomber juste avant un match important ou après un match. C'est pas seulement un club comme Lyon puis Paris Saint-Germain qui sont en Champions, etc. Alors, moi, ce qui est intéressant de ce groupe, c'est pas nécessairement les jeunes qui intègrent le groupe. Moi, je suis intéressé de voir comment les joueuses qui devraient être les leaders du noyau, les filles comme Sadorski, comme Fleming, comme Becky, comme Prince, comme Rose, comment ces joueuses-là, eux, ils vont performer. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ceux qui devraient être le noyau de la fin vingtaine, est-ce qu'eux, ils peuvent prendre la relève? Puis après, quand tu vas rajouter les 3 qui n'ont pas été relâchés pour ce tournoi, ça va juste être un plus à la fin.
J'aime beaucoup ta façon de penser par rapport à ça parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va permettre à ces joueuses-là, comme tu as dit, de prendre la relève. Bon, on a quand même Desiree Scott qui est là, qui est supposée être, je ne m'étonnerais même pas que ce soit elle la capitaine, par exemple, ou Stéphanie Labbé qui sont en fin de carrière et qui est toujours là. Par contre, moi, je suis curieux de voir comment ils vont se débrouiller sans Christine Sinclair, sans Christine Sinclair et sans Ashley Lawrence, Karisha Buchanan, qui sont un peu les joueuses bien au-dessus du lot d'habitude au sein de cette équipe nationale. Il va falloir que les Jessie Fleming, que les Janine Baki, surtout elles, prennent de l'ampleur et prennent de la place au sein de cette équipe nationale. Mais moi, je pense que c'est le point positif parce qu'on va leur donner la place et leur dire c'est à vous maintenant de briller, c'est à vous maintenant de porter le flambeau de l'équipe nationale canadienne parce que c'est vous maintenant les vétérans, c'est vous maintenant sur qui on fait confiance et on a besoin de vous dans ce tournoi-là ou bien même vers les échéances futures. Un petit mot un peu sur l'université de la Floride du Sud, donc South Florida, avec la jeune québécoise Viviane Bessette qui a fait, je ne sais pas si vous êtes au courant là, mais elle a été nommée meilleure joueuse en college soccer pour la première semaine, joueuse de la semaine en tant que défenseur. Encore une joueuse québécoise du côté de la même université que Evelyne Vian qui commence à se faire un nom. C'est encore très très tôt, on est encore dans les premières semaines de la saison, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que tu penses, Georges, que ce serait encore une fille qui est passée un peu entre les mailles de l'équipe nationale ou du programme national? C'est sûr, je parle, c'est l'échantillon est encore très mince là, mais c'est quand même encourageant de voir une autre joueuse québécoise se faire un nom en college soccer, non? Mais le réseau est tellement vaste aux États-Unis, il y a tellement de programmes universitaires qu'il y a plein de joueuses québécoises qui vont jouer aux États-Unis. Il y a plein de joueuses canadiennes. Oui, mais elle a été nommée meilleure joueuse. Oui, comme tu dis, l'échantillon est petit, c'est hors contexte avec COVID, ils jouent au printemps au lieu de l'automne. Ils ont joué quelques matchs. C'est bien. Je n'enlève rien à son accomplissement, mais le chemin est long encore. Il y en a beaucoup de bonnes joueuses partout au monde. C'est pas une semaine où elle a eu un titre de joueuse de la semaine qui fait d'elle la prochaine grande vedette sur l'équipe canadienne. Moi, je pense que l'important, c'est vraiment qu'on puisse approfondir le réseau, qu'on puisse s'assurer qu'on voit des joueuses le plus tôt possible dans leur carrière, à 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils soient prêts. Je pense que c'est une des choses que Herdman a toujours fait aux ses premières années. Il y avait toujours un relève. Il y avait toujours des jeunes joueuses qui venaient prendre la place. Si on regarde l'effectif qui a changé entre 2012 et 2016, il a quand même laissé partir des joueuses qui avaient été très importantes aux Olympiques à Londres. Puis 3-4 ans plus tard, ils jouaient presque plus. Alors, pour moi, c'est pas une joueuse puis tout le monde au Québec. C'est sûr qu'on va être un peu chauvin à voir une de nôtres qui fait du bien, mais il faut regarder l'ensemble. C'est pas une joueuse qui fait une différence. Il faut vraiment bâtir. Il faut que nos équipes U17 et U20 connaissent des bons résultats à la Coupe du Monde des jeunes. Puis on n'a jamais eu ça. Ryan Wilkinson avait amené une équipe U17 à la 4e place à la Coupe du Monde. Puis après. Ouais, elles sont où ces jeunes joueuses-là? Donc, on a envie de les voir, en tout cas. Alex Rupert, un petit mot sur cette jeune Québécoise qui commence à faire les manchettes du côté de college soccer. Est-ce que ça te réjouit? Moi, sincèrement, j'étais vraiment assez surpris. Je la connaissais pas du tout, donc je sais pas. Je trouve ça intéressant de voir une jeune Québécoise encore une fois se montrer en college soccer, n'est-ce pas, Alex? C'est bien. Comme Georges dit, c'est quand même, sauf que le réseau c'est vaste, c'est facile de se perdre. Je suis sûr que, c'est bien qu'elle se démarque à ce moment-ci comme une des meilleures, à ce moment-ci. Mais, on a peut-être d'autres, puis on n'en est pas conscient, on les voit pas. Puis, là-dessus, tout ce que je fais, c'est me lamenter en me disant, ce serait tellement bien qu'on ait une vraie bonne ligue au Québec. On en a une, mais vous voulez voir ce que je veux dire. À l'intérieur d'une pyramide fonctionnelle où est-ce que on peut, ce serait une vraie ligue où est-ce qu'on pourrait les regarder performer, puis non seulement les regarder performer, mais les montrer au monde. Je trouve ça dommage. Puis tant qu'on n'aura pas réglé notre problème avec une pyramide qui fonctionne du bas vers le haut,
ben, on va se faire dépasser parce qu'en Europe, c'est pas comme ça que ça marche. En Europe, ils ont une structure, elle est solide, puis on voit les résultats. Ouais, non, en tout cas, on a hâte de voir si ça va donner autre chose. Daniel Cameron, rapidement, je sais pas si tu as un avis sur B7, Viviane B7? Honnêtement, je l'ai pas vu. Si suit la même trajectoire qu'Evelyne vient, ben, on va être content. Je sais que c'est pas le même poste, là. Ouais, Mais pas du tout. effectivement, Ouais. pas en tout. Mais donc, je pense pas qu'elle va battre les records de buts d'Evelyne Vien. Mais si elle peut suivre la même trajectoire de carrière, c'est tout le mal que je lui souhaite. Bah oui, c'est sûr. On le souhaite tout le bien possible. Pour une dernière question, pour clôturer un peu ce podcast, on a longtemps parlé de l'importance d'avoir des joueuses canadiennes dans les plus grands clubs européens. En tout cas, le plus grand défenseur de cette affirmation, c'est George Sanchez. Voyant la situation actuelle du fait qu'il y a des clubs européens qui ne relâchent pas les meilleures joueuses canadiennes pour des échéances internationales, est-ce que c'est un frein au développement de la sélection nationale canadienne, le fait de voir des clubs européens ne pas relâcher ces joueuses-là pour les échéances, ou est-ce que pour toi, non, c'est un match, c'est un tournoi amical, c'était pas très important qu'elle soit là. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Georges, parce que je sais que toi, t'es pour voir le plus de joueuses canadiennes possible aller dans les grands championnats européens. Mais comme tu as corrigé, les joueuses n'ont pas été relâchées à cause de la COVID. Donc, Ouais. si on enlève ça de l'équation, il n'y a pas de problème. C'est pas nécessairement qu'il faut qu'ils aillent jouer en club européen. Il faut que nos joueuses ont la chance de jouer dans les plus hautes compétitions. Si la NWSL, c'est la plus grande compétition, nos joueuses devraient jouer là. Je me pose des questions parce que je vois l'argent qui commence à être investi dans les réseaux de clubs en Europe. Une joueuse qui a la chance de jouer à Kansas City ou à Lyon, moi, je pense qu'elle devrait jouer à Lyon. Ouais, mais bon, Lyon, c'est le gratin, Non, la crème de la crème, donc, là. il n'y a pas une réponse claire et nette pour tout. Pour moi, l'important, c'est des choix. C'est comme dire, est-ce que toutes joueuses qui ont la chance devraient jouer à l'université américaine? Non. Si on a la chance de jouer dans un top 20 école aux États-Unis, c'est superbe. Mais jouer à la 250e université aux États-Unis ou jouer à McGill ou à Laval ou à l'Université de Montréal, pourquoi ils ne resteraient pas ici? Donc, c'est toute question de mesurer les options. Donc, on voit que la Ligue en Angleterre devient de plus en plus forte, celle en France de plus en plus forte. C'est joué dans la Champions League qui commence à être des matchs télévisés. C'est une visibilité pour le soccer féminin qui grandit aux États-Unis. Puis on voit une équipe comme l'Espagne qui prend de plus en plus place à cause de leur réseau de la Ligue espagnole. Pourquoi nos meilleures joueuses n'iraient pas jouer là? C'est pas une aventure pour tout le monde, mais certainement, c'est une aventure qui permet les joueuses de progresser. Ouais, je suis d'accord. Alex Rupert, ton avis là-dessus? Ouais, juste pour rebondir là-dessus, je suis aussi d'accord que nos joueuses devraient aller devraient jouer parmi le plus haut niveau possible. Si c'est l'Europe, bien. Si c'est la NWSL, bien. Je vais toujours taper sur le fait qu'il manque quelque chose à notre pyramide. Puis, tu sais, le monde qui dit, mais tu sais, il faut absolument un club en NWSL. That's not the point. Le point, c'est que tu veux avoir une plateforme où est-ce que tes joueuses peuvent performer puis les montrer à l'Europe. Parce qu'il faut aussi prendre ça comme un avantage. On peut avoir une ligue première division et division 2, puis les joueuses peuvent sortir du réseau universitaire canadien, donc ils ne sont pas obligés d'aller s'exiler aux États-Unis puis disparaître. Elles peuvent jouer l'été pour notre ligue domestique à nous. On utilise nos assets comme One Soccer pour les montrer, puis elles sont prêtées en Europe ou elles vont jouer en Europe. Les Européennes les regardent des joueuses qui jouent tout l'été. Pourquoi pas? C'est ce qui manque. Oui, il faut qu'elle joue dans les meilleurs clubs européens au monde, dans les meilleures ligues au monde, mais il faut qu'on fasse le ménage à la maison avant. De mon côté, je pense que par rapport à l'Europe, c'est un peu parce que là, comme disait Georges, avant c'était la NWSL le meilleur niveau. Moi, je pense que c'est bon de voir autre chose que de la NWSL, même si c'était le meilleur niveau au monde. Parce que c'est bon je veux dire, l'Europe a quand même une tradition dans le soccer. Là. Je suis pas eurocentriste dans le soccer, mais je pense qu'il y a de quoi d'intéressant. Après, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est bon d'avoir une variété. Là. Je pense pas que tous les joueurs et toutes les joueuses canadiens
devraient avoir pour ambition de jouer en Europe. C'est fait pour certains. Ça dépend aussi de beaucoup d'autres facteurs qui n'ont aucun lien avec le sport. Mais avoir des joueuses en Europe actuellement, ça permet de voir autre chose, de sortir un peu des sentiers battus, d'apprendre, de voir aussi comment le niveau là-bas s'améliore. Mais je pense que, comme a dit Alex, il y a aussi des trucs qui doivent se faire chez nous, là, notamment au niveau universitaire, semi-professionnel et on peut aussi ne pas oublier le niveau professionnel. Parce que pour avoir de la qualité, il faut de la quantité, que ce soit en Europe, en NWSL ou au Canada, il faut beaucoup de joueuses qui jouent. Puis ça, tant que c'est pas réglé, je veux dire, on n'aura pas un effectif de qualité. Là. On va dépendre toujours de quelques joueuses qui sont performantes, puis le reste, ça va. On n'aura pas rien derrière pour backer, là, comme c'est un peu le cas maintenant. Ouais, tu as complètement raison. Je pense qu'il faut de la concurrence. On en a parlé plusieurs fois. Est-ce que c'est la réponse, ce serait une ligue professionnelle au Canada ou pas? On connaît la réponse de Georges Sanchez. Je suis sûr qu'il piaffe d'impatience de rebondir là-dessus. Lui, il n'est pas pour une ligue professionnelle canadienne. N'est-ce pas, Georges? Ou tu veux rebondir là-dessus, je suppose? J'ai jamais dit que ça prend pas une ligue professionnelle. J'ai dit qu'on ne devrait pas obliger nos meilleures joueuses de rester au Canada. C'est très différent. Okay, si on avait une ligue intéressante où ça donne l'opportunité à des joueuses de continuer au niveau, c'est super. Mais si ces joueuses-là, après, ont une chance d'aller ailleurs, mais il faut leur donner la chance d'aller ailleurs. Non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est un gros débat qu'on gardera pour la fois prochaine. En tout cas, on a hâte de voir ce que cette équipe remaniée sous Beth Priestman va nous présenter. Moi, je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus hâte de voir le style de jeu que va adopter Beth Priestman parce qu'elle a elle a quand même du temps pour mettre en place quelque chose. On va voir au début les prémices et les débuts de Beth Priestman en tant qu'entraîneur, sélectionneuse nationale. J'ai hâte de voir si jamais elle va suivre un peu le plan Herdman que Kenneth Heinermuller avait suivi, ou est-ce elle va passer à autre chose? Est-ce qu'on va voir beaucoup plus de variété? Est-ce qu'on va voir par exemple peut-être un système à 2 attaquantes? Bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce point de vue-là. Ça va être très intéressant. Georges Sanchez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours très, très intéressant quand tu es là avec nous. Merci pour l'invitation encore. Parfait. Et mes amis, Daniel Cameron et puis Alex Rupert, j'ai toujours l'habitude de vous remercier. Je le fais encore une fois parce que c'est toujours très intéressant avec vous aussi. Oui, c'était une super bonne discussion. Merci à Georges de s'être joint à nous. C'est toujours intéressant d'entendre ses opinions sur le foot féminin. Puis on souhaite tous le meilleur pour nos équipes nationales. Merci aussi à Georges et c'est toujours agréable. Puis on va se préparer, nous et nos auditeurs, pour la She-Believes Cup. Sinon, Hadi et Alex, c'est toujours un plaisir. Un plaisir encore une fois. Merci à tous de nous écouter, d'écouter encore CSA l'érable. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à partager notre contenu, à parler de nous et bien évidemment à nous poser des questions. On est toujours là pour vous. On vous souhaite à tous une excellente semaine, un bon début de She Believes Cup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSA l'érable.